Merci beaucoup d'une part pour le topo que j'ai trouvé excellent. Je pense que je ferai certains commentaires, je pense. Ouais, c'est un honneur de parler ici et de parler de ce sujet qui était effectivement quelque chose de totalement méconnu quand j'ai commencé mon clinica il y a je sais plus, 16-17 ans. Voilà, moi j'ai découvert les histiocytoses par le biais d'une des maladies que je vais détailler plutôt dans la deuxième moitié du topo, qui est la maladie d'Erdheim-Chester. La chose la plus importante, c'est, je pense, devant une suspicion d'histiocytose langerhansienne chez un bébé qui a une atteinte cutanée diffuse du scalp en l'occurrence, une biopsie qui est faite et puis il y a on a l'impression de voir un granulome à eosinophile et de voir ce marqueur hautement spécifique de l'histiocytose langerhansienne, le CD1A qui est positif. Et en fait, un plus fort grossissement montre un magnifique sarcopte. Donc en fait, toujours demander une relecture à des gens qui connaissent bien. Et on a la chance en France d'avoir une RCP sur le plan histiocytaire qui fonctionne très très bien. Et c'est Jean-François. Alors, réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, sur le plan pathologique, en France, c'est Jean-François Émile qui travaille, pas tout à fait à Garches, mais qui travaille à Ambroise Paré. Voilà, et qui donc a été formé à Necker avec Nicole Brousse. Et donc, en gros, parmi les choses sur lesquelles on peut se faire avoir de façon pas anecdotique et 1 à 2 fois par an, il y a des Hodgkin qui, en fait, sont diagnostiqués. Il y a des lymphomes T, il y a des infections, la lèpre. Et puis, il y a des gliomes, et en particulier, il y a aussi autre chose. Il y a la sarcoïdose. On pourrait éventuellement classer certaines formes de sarcoïdose dans des histiocytoses. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Alors, si on prend l'ensemble des histiocytoses, c'est à peu près 150 noms. Hein, les médecins qui ont décrit toutes les formes d'histiocytose, que ce soit l'Erdheim-Chester ou toutes les formes d'histiocytose langerhansienne, il y a 150 médecins qui sont intervenus. Donc, je ne vais pas revenir sur Paul Langerhans, première description de cellules langerhansiennes il y a 150 ans. Et puis, donc, il y a quand même des choses assez importantes. Le Hans Schuler-Christian, qui est l'association exophtalmie diabète insipide lacune osseuse, les formes hématologiques de petit enfant qui s'appelle le Letter-Sieve. Et puis, depuis une cinquantaine d'années, un petit peu moins, Christian Nezelov a réuni un certain nombre appelé les histiocytoses langerhansiennes. Probablement un mauvais terme, on voit encore le terme de granulome éosinophile qui doit faire penser à une histiocytose à cellules de Langerhans avec donc la languérine et le CD1A. Alors, c'est une maladie vraiment multisystémique. Hein. Je vous ai remis ici un certain nombre de signes cliniques qu'Alain Fischer vous a précisé tout à l'heure. Hein. Donc, le Hans Schuler-Christian, le diabète insipide, qui est à peu près 30% des patients, des formes qui sont séquelaires et souvent pour lesquelles on était relativement démunis, hein, la cholangite sclérosante, l'atteinte dégénérative des noyaux gris et du cervelet plus exactement, qui là aussi peut se voir dans la maladie d'Erdheim-Chester, et puis des formes cutanées. La forme pulmonaire, hein, qui est une forme qui est probablement plus fréquente chez l'enfant, qu'on diagnostiquait, enfin chez l'adulte, pardon, qu'on diagnostiquait cette forme avec des trous et des responsables de pneumothorax, qui était la maladie du conscrit. Donc quand il y avait le service militaire, on faisait beaucoup de diagnostics d'histiocytose langerhansienne. Donc cette répartition, il y a pas mal de diapos, vous verrez, qui sont des diapos issus du registre de l'histiocytose langerhansienne et qui viennent de Jean Donadieu. Donc ça a un peu plus d'une quinzaine d'années, mais les chiffres ne changent pas tellement. Vous voyez, c'est d'ailleurs les chiffres, je crois, d'Alain Fischer, avec 80% d'atteintes osseuses, une quarantaine de pourcents d'atteintes cutanées, 20% ORL et 25% pour l'hypophyse, et avec une dynamique de la maladie qui est finalement très protéiforme, avec 20 à 60% des enfants qui vont faire une seule rechute, 20% de formes localisées, 60% de formes multiviscérales. Et finalement, on ne sait pas du tout, et c'est un peu ce que je dis à des patients que je vois à l'âge adulte qui font une poussée avec un trou dans la voûte crânienne. On ne sait pas leur dire finalement quel va être leur futur, s'ils vont en rester là ou s'ils vont refaire des poussées. Et donc dans cette étude, le délai diagnostique entre
le délai entre le diagnostic et la rechute numéro 1 était d'un peu plus de 1 an. Et puis là encore, Jean Donadieu, avec un peu de chiffres qui n'ont pas tellement varié au cours des dernières années. Cette épidémiologie et même d'une manière générale le traitement est beaucoup mieux connu chez l'enfant que chez l'adulte, parce que probablement les pédiatres n'aimaient pas voir les enfants mourir, hein, ou en tout cas il y avait un effort en fait qui était beaucoup plus efficace en tout cas, et le mode d'entrée à l'âge adulte, finalement ça peut être à peu près toutes les spécialités, et donc les séries de patients à l'âge adulte sont beaucoup plus rares que celles qui ont été établi pour les enfants. Et donc, en gros, on estime l'adulte, en passant par les données de l'assurance maladie du CEPIDC, qui a 30 à 40 nouveaux cas par an en France. La prévalence estimée, c'est 300 à 600 cas en France. Et ce que je vous ai mis en bas, c'est des formes qui sont souvent associées au décès à l'âge adulte, c'est-à-dire les insuffisances respiratoires chroniques, la cholangite sclérosante et les complications dégénératives qu'Alain Fischer a largement abordées. Alors le pavé dans la mare de toutes ces histiocytoses, ça a été la publication du groupe de Barrett-Rollins qui travaille au Dana-Farber à Boston et qui a utilisé une technique qui est peut-être actuellement un petit peu dépassée, qui était une technique dite OncoMap, et dans laquelle il a inséré 61 blocs de patients qui avaient des histiocytoses langerhansiennes, et il a vu que 35 de ces patients, ce qui faisait 57%, pour lesquels il n'avait pas vraiment de données cliniques, avaient cette mutation BRAF V600E. Et ensuite, ça a été repris par un certain nombre de collègues à travers le monde. Et pour ce qui est de la France, donc toujours le groupe de Jean Donadieu avec Sébastien Héritier a publié cette très belle étude dans Journal of Clinical Oncology. Donc c'est il y a 3 ans, et ils ont corrélé en fait. Ils avaient 315 patients pour lesquels ils avaient le statut BRAF V600E, et ils ont pu montrer de façon très propre que ceux qui étaient mutés BRAF avaient une forme plus sévère de la maladie, et c'était ceux qui avaient les atteintes multisystémiques ou qui avaient ce qu'on appelle les risk organ involvement, c'est-à-dire foie, rate, et les atteintes hématologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le létéreux-cive, et c'est ceux qui rechutaient le plus après traitement par vinblastine corticoïde. Donc, c'est des patients qu'il faut surveiller davantage et qu'il faut traiter davantage. Alors, comment est-ce qu'on les traite? Ça, c'est issu d'une revue qui a été publiée dans Lancet Oncology il y a 2 ans. En gros, en première intention, chez des patients qui ont une histiocytose langerhansienne, on fait la vinblastine corticoïde. Donc, c'est un traitement qui a déjà 40 à 50 ans. Si jamais ils sont encore actifs après quelques semaines, on peut refaire une cure d'induction. En gros, on a une quinzaine de perfusions de vinblastine sur une année, et ça permet de traiter la plupart des patients. Quand ils ont une forme plus sévère ou alors qui rechute, on peut passer aux 2 CDA, c'est-à-dire maintenant on fait du LITAC, et en gros on n'excède pas chez l'enfant 6 perfusions de LITAC. Et vous voyez que dans cette revue, on commençait déjà à parler des inhibiteurs de BRAF quand ils avaient des atteintes sévères et quand les patients étaient porteurs de la mutation BRAF. Je vais m'arrêter là sur l'histiocytose langerhansienne et je passe à une deuxième histiocytose qui est finalement plus récente et qui a été décrite pour la première fois, donc même s'il est un peu oublié dans les publications. Donc la maladie de Detombe-Rosaille-Dorfman. Donc Detombe était un pathologiste français qui travaillait à la fois en Afrique noire et je crois un petit peu aux Antilles, qui est mort au début du XXIe siècle et qui a publié les 4 premiers cas dans le bulletin de la Société de pathologie exotique. Et ensuite, les Américains Rosaille et Dorfman l'ont un peu dégagé des publications. Donc 65, vous voyez que c'est ici, entre une publication de Gentilini et de Raffi, donc adénite avec surcharge lipidique de l'enfant ou de l'adulte jeune observé aux Antilles et au Mali. Et par la suite, donc, Juan Rosaille et Ronald Dorfman décrivent 34 cas
d'histiocytose sinusale avec lymphadénopathie massive. Et tout de suite, ils posent un petit peu ils expliquent que c'est quelque chose de pseudo-lymphomateux. Donc ça, c'est la publication de Détombe. Donc vous voyez, dans la forme princeps, c'est très souvent des patients avec des très gros ganglions, avec un état général conservé. Et puis au sein de quand vous biopsiez, vous allez avoir des cellules histiocytaires avec des noyaux de lymphocytes dans le cytoplasme des histiocytes. Et ça, c'est une image histologique qui s'appelle l'empéripollèse, qui est quasiment pathognomonique du Rosai-Dorfman ou du Détombe Rosai-Dorfman. Donc c'est une plaque ça vient de la publication de 65. Donc c'est l'infiltration massive des sinus de ces ganglions par ces histiocytes CD68+, qui sont CD1A négatifs. Donc ça n'est pas de l'histiocytose langerhansienne. Et c'est une présentation clinique très hétérogène. On devrait plus dire que c'est un syndrome davantage qu'une maladie. Il y a à peu près 2000 à 3000 cas connus dans le monde depuis 1965. Il y avait un registre qui a été publié en 1991 dans lequel il y avait 423 cas. Et donc depuis, il y a un certain nombre de publications. Donc il y a la forme princeps, 90% gros ganglions bilatéraux, ça fait pas mal. Il peut y avoir des ganglions ailleurs. Et ce qui pose en général le problème, c'est les atteintes extraganglionnaires qui peuvent virtuellement toucher tous les autres organes. Il y a des formes associées aux IgG4 et des atteintes du système nerveux central. Alors je ne parlerai pas de certaines mutations. Il y a un certain nombre de mutations, notamment SLC29A3, qui donnent des sortes de maladies de Rosai-Dorfman familiales et génétiques, avec une transmission autosomique récessive. La plupart des patients ont un syndrome inflammatoire biologique qui peut être extrêmement marqué, avec une CRP qui peut monter à plus de 300. Il y a une hypergamma polyclonale, et puis dans 15% des cas, il va y avoir une auto-immunité, avec du lupus, avec des cytopénies auto-immunes et avec des hépatites auto-immunes. Et ça, c'est des formes qui sont plus difficiles à traiter. Ici, un exemple d'atteinte du système nerveux central avec des nodules leptoméningés. Il peut y avoir également des pachyméningites. Et en général, ces formes, donc, qui sont certes assez rares, touchent le cerveau, mais il y a également des formes avec épidurite qui peuvent être compressives. Alors, il y a un vrai overlap maintenant avec la maladie à IgG4. On peut voir des Rosai-Dorfman qui touchent le sein avec des plasmocytes qui expriment IgG4, des atteintes pulmonaires overlap Rosai-Dorfman, des formes avec cholangite sclérosante, et puis des formes qui commencent à être bien décrites, qui ne sont pas toujours publiées, qui sont les formes pachyméningées avec hyper-IgG4, qui sont parfois difficiles à traiter. Alors, comme pour l'histiocytose langerhansienne, il n'y a pas du tout de consensus sur la manière dont on doit traiter ces patients. Et dans cette étude qui avait été publiée en 2002, il y avait finalement la moitié des patients qui avaient un Rosai qui régressaient de façon spontanée. On a deux patients qu'on a vus à la Pitié en l'espace d'une quinzaine d'années qui ont rechuté malgré tous les traitements, et il faut se méfier d'amylose. Ces patients qui ont des histiocytoses qu'on n'arrive pas à traiter peuvent évoluer vers l'amylose, et donc toujours faire des bandelettes urinaires ou vérifier la CRP, et ne pas hésiter à donner de la colchicine si on veut prévenir ces maladies. Alors, les traitements sont nécessaires quand il y a des syndromes tumoraux extrêmement importants qui compriment finalement les organes de voisinage ou qui engagent le pronostic vital, et également quand il y a de l'auto-immunité. Et en général, on ne sait pas très bien comment traiter. On traite avec corticoïdes. Par analogie avec ce qu'on fait pour l'histiocytose langerhansienne, on peut donner également du 2-CDA. Et le rituximab est certainement intéressant quand il y a des anémies hémolytiques auto-immunes ou des hépatites auto-immunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes de répartition des patients en France? On avait, avec Fleur Cohen-Aubard, repris les cas rétrospectifs du registre des histiocytoses en France en 2014. On avait 47 patients donc actuellement on a plus d'une centaine de patients. On essaye d'analyser les données de ce registre. Vous voyez que les 2/3 des patients avaient une atteinte ganglionnaire. Il y avait un petit peu d'atteinte osseuse, cutanée, du système nerveux central, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que seul un peu plus de la moitié des patients avaient cette forme typique
qui avait été décrit par Détombe en 1965, c'est-à-dire la forme avec ganglion. Il y a 30% des patients qui vont avoir une forme histologique typique, mais avec l'absence d'atteinte ganglionnaire. Ça va être un petit peu de système nerveux central, parfois associé aux IgG4, ou l'atteinte osseuse isolée. Et puis, et c'est surtout pour ça qu'il faut se méfier un petit peu de ces diagnostics de maladie de Rosai-Dorfman, c'est des signes histologiques évocateurs, mais avec la coexistence d'une autre histiocytose ou d'une autre maladie hématologique. On avait dans ces cas des syndromes myéloprolifératifs et également des Hodgkin. Donc parfois l'ampéripolise peut être simplement une image histologique et il ne faut pas acheter une maladie de Rosai-Dorfman parce qu'on vous dit empéripolise. Et donc, pour vous dire que maintenant, probablement, les patients qu'on a eus qui sont décédés de leur amylose, vraisemblablement maintenant, on aurait une solution. Cette lettre du New England d'il y a 18 mois, donc une maladie de Rosai-Dorfman avec une mutation de Caras, qui est donc tout en haut de cette voie de signalisation qu'Alain Fischer vous a montré, qui répond de façon spectaculaire à un anti-MEC qui s'appelle le cobimetinib. Donc maintenant, si jamais vous avez une maladie de Rosai-Dorfman qui ne va pas bien, elle exprime phospho-ERK, même si vous ne savez pas où sont les mutations, vous êtes tout à fait en droit de donner un anti-MEC. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez regarder cette conférence de recommandation à laquelle on a participé avec d'autres collègues américains et ce camembert des mutations. C'est à peu près la même chose depuis un an. En gros, dans les 2 tiers des maladies de Rosai-Dorfman qui sont plus un syndrome qu'une maladie, je le répète, on ne sait pas où sont ces mutations. On sait qu'il y a une hyperactivité de la voie et il y a également un petit peu de MAP2K1 qui code MEC et puis Caras. Souvenez-vous que dans la maladie de Rosai-Dorfman, il n'y a jamais ou quasiment jamais de mutation de BRAF, contrairement à la dysciostose langerhansienne et à la maladie d'Erdheim-Chester. Je vais vous parler un petit peu d'autres histiocytoses, donc d'histiocytoses qui sont le plus souvent bénignes et qui la plupart du temps sont des boutons. C'est-à-dire l'histiocytose, le xanthogranulome juvénile, ça touche surtout la peau. La plupart du temps, c'est une atteinte unique, extracutanée, beaucoup plus souvent la peau que des signes extracutanés. Et c'est finalement assez rare, dans 5 à 10% des cas, que ça va engager le pronostic vital. C'est en gros le jeune enfant. On ne sait pas pourquoi, mais c'est plus souvent des hommes. Et il y a eu une étude qui avait été faite en Western Blot, qui avait été publiée dans Blood par l'équipe justement de Carl Allen du Texas, où ils avaient un certain nombre de xanthogranulomes juvéniles dans lesquels ils avaient pu mettre en évidence des mutations somatiques, entre parenthèses de PIK3R2, et aussi une mutation constitutionnelle de NF1 qui était fortement associée à ce moment-là à des LMMC juvéniles. Ces cellules viennent d'une cellule dendritique et on verra que donc, vous avez des cellules multinucléées ici, c'est des cellules de Touton. Touton était un dermatopathologiste allemand qui a décrit cette cellule multinucléée qu'on verra également un petit peu plus tard dans la maladie d'Erdheim-Chester. Donc c'est des cellules macrophagiques qui ne sont absolument pas spécifiques du xanthogranulome juvénile. Et cette plaque qui m'a été prêtée par donc Sébastien Héritier et Jean Donadieu, donc il y a plusieurs stades histologiques et la plupart du temps, il n'y a pas besoin de traiter parce que ça rentre dans l'ordre tout seul. Et l'attitude retenue, c'est l'attitude finalement de wait and see qui peut également être celle qu'on retient pour l'histiocytose langerhansienne ou pour la maladie de Rosai-Dorfman. Et puis, il y a des formes donc, où il va y avoir 5 à 10% de mortalité, où on va avoir des atteintes profondes qui sont en général tissu mou, foie, rate et plus rarement le système nerveux central. Et je suis au courant d'au moins un cas, peut-être il y a maintenant un deuxième cas, de Rosai-Dorfman avec expression de BRAF qui a été traité, donc, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on faisait avant l'ère de la voie des MAP kinases? On faisait un peu ce qu'on fait pour les autres histiocytoses, c'est-à-dire on faisait de la vinblastine corticoïde avec du 6-mercaptopurine ou alors quelque chose qui est très aplasiant, 2-CDA aracé, ou alors on allait retirer cette lésion intracrânienne. Et donc maintenant, on peut là aussi utiliser
les inhibiteurs de BRAF. Ça date déjà d'il y a 2 ans. Hein, dans ce camembert, vous voyez qu'il y a un certain nombre de mutations de la voie des MAP kinases. Il y a un petit peu MAP2K1, un petit peu de BRAF, ARAF, KRAS, et finalement, il y a encore un tiers de ces xanthogranulomes juvéniles dans lequel on ne connaît pas de cible ou de mutation dans cette voie des MAP kinases. Autre situation qui est en général beaucoup plus problématique, c'est le contexte des sarcomes histiocytaires. Et il y a un travail en cours actuellement. Donc ça, c'est ce qui était rapporté dans la littérature il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas comment traiter. Ça avait un pronostic absolument effroyable, quelles que soient les cures de chimiothérapie ou les régimes qui étaient utilisés, avec ici différentes localisations, que ce soit ganglionnaire, digestif, cutané, et en gros ça échappait et les patients mouraient. Et puis sous l'égide de Jean Donadieu et de Jean-François Émile, donc un registre de sarcome histiocytaire. Donc il y avait plusieurs terminologies qui étaient utilisées. Il y avait les sarcomes interdigités, les sarcomes, il y a d'autres termes qui ne me viennent plus à l'esprit, mais en fait maintenant on utilise uniquement, et si vous mettiez plusieurs anapates autour d'une biopsie, ils n'étaient jamais d'accord et ça se terminait par un pugilat. Donc maintenant ils ont dit que c'était des sarcomes histiocytaires et donc une quarantaine de cas. Voilà la distribution, donc c'est dans les 2 tiers des cas essentiellement des ganglions, mais il y a également des localisations du système nerveux central, du poumon assez rarement, et puis des tissus mous. Et puis, par quoi est-ce qu'on traite? Alors c'est très difficile, ça c'est avant les thérapies ciblées. Probablement, quand on discute avec Jean Donadieu, si on ne peut pas utiliser de thérapie ciblée, c'est probablement le ICE qu'il faut utiliser, mais en général, ça rechute. Et donc, il faut absolument faire des recherches moléculaires. Donc, il y a dans un certain nombre de cas BRAF qui est muté, donc c'est V600E. Au moins 3 cas en France, en tout cas un cas à La Pitié, un cas à Saint-Louis par l'équipe d'Abdelatif Tazi qui a été ressuscité dans un premier temps uniquement par un inhibiteur de BRAF, puis ensuite quand il a rechuté, ils ont rajouté un anti-MEC et le patient est en rémission 4 ans après. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut mettre en évidence différentes voies différentes mutations, que ce soit de KRAF, d'autres mutations de BRAF. Et puis, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que cette mutation, PTPN11, c'est la même mutation que celle du bouvier bernois. Donc, il y a une grosse littérature également de ces mutations dans les sarcomes du chien. Et on a ces mêmes mutations qui sont également présentes, au moins dans certains cas, de sarcome histiocytaire chez l'adulte. Ce par quoi donc, moi j'ai été amené à m'intéresser aux histiocytoses, c'est la maladie d'Ardheim-Chester. Donc, Jacob Erdheim était un pathologiste viennois qui est mort en 1937. Son élève s'appelait William Chester, qui était son étudiant qui était new-yorkais et qui est venu travailler avec lui à Vienne. Première description, 62 pages dans Virchow en 1930, et dans lequel tout est absolument décrit je veux dire, pas les mutations bien évidemment, mais les 2 cas autopsiques racontent à peu près toutes les localisations que je vais vous raconter maintenant. Donc il y a entre 1000 et 1500 cas connus depuis 1930. 2 images quand même très importantes pour faire le diagnostic. C'est la scintigraphie au technétium 99 qui vous montre cette hyperfixation métaphysodiaphysaire des os longs qui prédomine en général aux membres inférieurs. Et il y a un bon parallélisme avec le TEP scanner qui fait aussi bien. En gros, il y a 4 ou 5% des patients qui n'ont pas cette fixation des os longs. Donc on ne retient pas le diagnostic de maladie d'Ardheim-Chester quand il n'y a pas une atteinte des os longs, sauf s'il y a un contexte clinique et histologique très évocateur par ailleurs. Et puis, à peu près la moitié des patients, ou les 2 tiers des patients, vont avoir une image qui était totalement méconnue quand même il y a 15-20 ans, où les radiologues vous répondaient fibrose rétropéritonéale,
mais maintenant c'est quelque chose qui est connu de beaucoup, à la fois de cliniciens et de radiologues, cet épaississement de la graisse et des fascias périrénaux qui est là aussi hautement évocateur quand c'est circonférentiel et régulier comme ça, de maladie d'Erdheim-Chester. Et ça, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une vue du radiologue ou de l'esprit, c'est un patient qui avait perdu son rein dans la bataille. Donc il faut une preuve histologique. Donc vous allez avoir, ici c'est un exemple de biopsie osseuse qui est resté pendant un moment le gold standard avec des cellules multinucléées qui vont être CD68+, CD163+, donc c'est des marqueurs pan-macrophagiques. Ici, le Ki67 qui est finalement très faible, comme dans l'histiocytose langerhansienne, et ça n'exprime pas le CD1A. Et vous allez avoir ici un exemple de cellules de Touton, donc, qui n'est pas nécessaire pour arriver au diagnostic de cette maladie. Donc, c'est une cellule la cellule de Touton peut se voir dans le xanthogranulome juvénile. Donc, si vous avez un xanthogranulome juvénile, vous faites une scintillose. Si ça ne fixe pas, ça va plutôt être un xanthogranulome juvénile, ou bien ça va être, si ça fixe, une maladie d'Erdheim-Chester. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'observations d'histiocytose langerhansienne d'Erdheim-Chester chez les tout petits, et il peut y avoir également des formes chez les patients qui ont plus de 80 ans. Maintenant, quand vous avez un xanthelasma, donc c'est là qu'il faut biopsier parce que c'est là qu'on peut faire de la biologie moléculaire. Quand vous faites des biopsies osseuses, c'est toujours compliqué avec la décalcification. Et l'autre site qui est également très intéressant, c'est le périrein, qu'on peut biopsier de façon aisée, même si les patients sont traités par des anticoagulants, parce qu'on ne va pas taper dans le rein, mais justement autour du rein. Alors, il y avait des critères diagnostiques qui avaient été établis par Catherine Vessier-Bello, qui travaillait dans l'équipe de Pierre Godot il y a plus de 20 ans. En gros, on dit qu'on a un Erdheim-Chester quand on a une histologie compatible et une atteinte des os longs, quelles que soient les méthodes utilisées pour documenter l'atteinte des os longs. L'histoire de la maladie est totalement méconnue. On a des patients qui vont avoir quelques douleurs et puis ça s'arrête là, et d'autres qui vont avoir des formes multisystémiques qui engagent le pronostic vital assez rapidement. Donc, parmi les chiffres que je vais vous montrer là, c'est 165 patients qui avaient été vus il y a 3 ans en hospitalisation dans le service. Vous voyez qu'en l'espace de 3 ans, on a vu une centaine de patients en plus. Donc, c'est des maladies rares, mais c'est des maladies sur lesquelles on peut agréger et avoir des cohortes extrêmement importantes malgré la rareté de cette maladie. Et je dirai un petit mot vers la fin du topo sur ces formes avec histiocytose de chevauchement. Dans cette cohorte, donc vous voyez que l'âge moyen au diagnostic, c'est 55 ans. Il y a des extrêmes entre 5 et 80 ans. En gros, il faut 5 ans pour faire le diagnostic, mais on a des cas où on arrive à 25-30 ans. Un patient qui avait été opéré au début des années 1980 d'un méningiome supracellaire et qui va sortir une aortite au début des années 2000, et donc on arrivera au diagnostic de maladie d'Erdheim-Chester à ce moment-là. C'est une maladie qui est en général inflammatoire, mais pas tout le temps. Et le premier signe de la maladie, et qui est souvent un signe qu'on peut retrouver jusqu'à 20-30 ans avant, c'est un diabète insipide. Donc diabète insipide, ça flèche histiocytose langerhansienne, mais pas seulement, ça flèche également vers la maladie d'Erdheim-Chester. Ce n'est pas parce que les patients vont avoir une fixation des os longs qu'ils ont mal aux os, c'est seulement dans notre cohorte, c'est un peu moins de 40% des patients. Et donc vous allez avoir une hyperfixation, une ostéosclérose un petit peu mouchetée des os longs qui va finir par combler complètement la cavité médulaire. Et si vous avez un doute, vous pouvez demander une IRM qui va vous montrer le remplacement vous allez avoir cet hyposignal qui va combler finalement complètement la cavité médulaire, et ça va être uniquement l'os sous-chondral qui va être respecté. Donc c'est une vraie maladie pour interniste, puisque vous avez ici, dans la cohorte des patients, quasiment la totalité vont avoir un certain nombre de signes cliniques dont je vais vous montrer un certain nombre d'images, et en particulier l'aortite, et puis des choses qui étaient totalement méconnues, qui sont les infiltrations cardiaques, et en particulier de l'oreillette droite. Donc il y a une dizaine d'années, en passant systématiquement les patients ou bien en IRM ou en scanner cardiaque, on s'est aperçu que un tiers d'entre eux avaient une pseudotumeur de l'oreillette droite qui engaine l'oreillette droite, qui peut parfois être responsable d'infarctus. Et donc ça, c'est des choses qui sont difficiles, qu'il ne faut pas biopsier. Quand vous avez un patient qui a une maladie d'Erdheim-Chester,
et que vous savez qu'il a un Erdheim, ce n'est pas la peine d'aller biopsier ce truc-là parce qu'il n'y a quasiment pas de diagnostic différentiel. Un exemple de xanthelasma, donc un quart des patients va avoir des xanthelasmas qui vont être plus ou moins infiltrés, qui sont en général périorbitaires, sans que je sache très bien pourquoi, ou qui peuvent être un petit peu plans ici. Donc c'est un site extrêmement élégant pour faire le diagnostic. Un patient qui était suivi par Bertrand Wexler à la Pitié, qui s'intéressait aux histiocytoses, l'un des premiers internistes à s'intéresser à cette maladie. Fort heureusement, donc l'exophthalmie est en général moins problématique. C'est en général bilatéral et asymétrique et ça ne détruit pas les parois osseuses. Vous avez ici le scanner de ce patient et vous comprenez aisément pourquoi il a une exophthalmie. Les complications neurologiques donc, sont extrêmement problématiques dans cette maladie. Dans cette revue qui a maintenant presque une quinzaine d'années, donc on décrivait des atteintes donc dans 15 à 25% des cas et qui sont ou bien des syndromes pyramideux ou bien les syndromes cérébelleux, pour lesquels les patients sont souvent en chaise roulante. Il y a également un peu de commissalité, de maux de tête ou de problèmes cognitifs. Et c'est 10% de la mortalité dans cette maladie. Et dans notre série, on a, en termes d'imagerie, 17% qui vont avoir l'atteinte cérébelleuse qu'Alain Fischer vous a montré tout à l'heure. Donc, dans une série, en fait, là également, qu'on a publiée il y a une dizaine d'années, on s'est aperçu que l'ostéosclérose des os longs, finalement, on pouvait la voir également sur les sinus de la face. Donc ça, c'est également, quand vous avez une atteinte des sinus de la face, vous devez penser éventuellement à la maladie d'Erdheim-Chester, des épaississements de la voûte crânienne comme ici, et puis ces masses méningées qui sont présentes dans à peu près 20% des cas, qui peuvent être ou diffuses ou diffuses ou localisées, qui peuvent poser des problèmes thérapeutiques et qui en posent beaucoup moins maintenant avec l'avènement des thérapies ciblées. Ici, donc, ces hypersignaux des noyaux dentelés, donc l'atteinte de la fosse postérieure, qui a un mécanisme totalement différent des masses méningées que je vous ai montré avant. Et ça, c'est l'atteinte pseudo-dégénérative qui peut se voir aussi bien dans l'histiocytose langerhansienne que dans la maladie d'Erdheim-Chester, et souvent à distance de poussée inaugurale de la maladie. Si on va de l'autre côté, si on reste au-dessus du diaphragme, l'atteinte pulmonaire dans cette maladie, donc c'est en gros un tiers des patients, et ça excite beaucoup les radiologues parce qu'en général, la maladie d'Erdheim-Chester, c'est une maladie que les radiologues aiment beaucoup. Fort heureusement, donc, dans notre expérience, peu de traduction clinique, mais quand vous avez un Erdheim-Chester connu avec un épaississement des septa interlobulaires, ça vous signe l'atteinte pulmonaire de cette maladie. Il peut aussi y avoir un petit peu d'opacité en verre dépoli et puis également des kystes qui sont beaucoup moins fréquents que les kystes qu'on voit dans l'histiocytose langerhansienne. Et chez les premiers patients, pour éliminer des infections opportunistes, on faisait des LBA. Et en fait, Madame Capron, qui était pathologiste à la Pitié, ne connaît pas d'autres situations dans lesquelles elle voit des histiocytes à double contour comme ça ou double membrane. Et donc on a quelques LBA congelés, on pourrait éventuellement faire de la recherche pour savoir qu'est-ce que renferment ces cellules parce que ça reste quand même un mystère. Ici, c'est le record, toute compétition confondue, de l'épaississement de la graisse périrénale. Et la première fois que j'ai examiné ce patient, je pensais qu'il avait une rate. Et ce patient a une fonction rénale normale. Ce n'est pas parce que vous avez un rein qui est aussi chevelu que vous avez une atteinte de la fonction rénale. En revanche, à peu près 25% des patients doivent avoir à un moment de leur histoire des sondes double J parce qu'ils ont fréquemment une hydronéphrose. Ce par quoi moi j'ai été amené à connaître cette maladie, et c'est là-dessus que j'avais fait initialement ma thèse de médecine, c'était les atteintes cardiovasculaires. À l'époque, dans le service de Pierre Godot puis de Jean-Charles Piette, il y avait 6 patients, si je me rappelle bien, qui avaient ce qu'ils appelaient le côte d'aorta, c'est-à-dire l'infiltration de l'aorte. Et en revenant un peu à toute la littérature qui avait été faite entre 1930
Et 2004, on s'est aperçu qu'il y avait finalement toujours ou très souvent une atteinte cardiaque et une atteinte aortique dans cette maladie. Alors, ce n'est pas du tout spécifique de la maladie Erdheim-Chester. On peut avoir des aortites dans un certain nombre de situations, qu'elles soient infectieuses ou alors dans des granulomatoses avec polyangéite ou dans la maladie de Takayasu, par exemple. Un patient sur deux va avoir le coteau d'aorta, c'est-à-dire l'infiltration de toute l'aorte jusqu'à la bifurcation iliaque. Et puis, on peut également avoir une infiltration qu'à l'étage abdominal. Et très, très fréquemment, pour faire le distinguo avec la fibrose rétropéritonéale, c'est que le mur postérieur de l'aorte va être également engainé dans cette fibrose, qui est en général une fibrose qui ne va pas sténoser le vaisseau. En général, un certain nombre de vaisseaux peuvent être touchés. Il y a quelques histoires d'angor mésentérique, il y a quelques histoires d'AVC. En revanche, il faut être extrêmement attentif aux artères rénales. À peu près 20% des patients qui ont une maladie Erdheim-Chester vont développer une HTA rénovasculaire. Et ça, c'est des situations qui répondent bien à la mise en place de stents. Donc, il faut absolument être vigilant avec ça. Il y a des atteintes péricardiques avec parfois un petit peu de liquide et parfois tamponnade. Ça, je vous l'ai déjà montré. Des infarctus du myocarde avec, on ne sait pas pourquoi, c'est davantage la coronaire droite que la coronaire gauche. Et là aussi, c'est souvent un petit peu difficile parce que comme les patients ont en gros 50-60 ans, on ne sait pas ce qui revient au traitement ou à l'âge ou éventuellement aux corticoïdes qu'ils ont pu recevoir, même si les corticoïdes ne marchent pas. Alors historiquement, je vais vous montrer deux exemples de patients qui ont été traités initialement par l'interféron alpha. Donc l'interféron alpha qui va ici faire disparaître en quelques mois, en 18 mois, un méningiome supracellaire. Donc ça marche bien. Le problème, c'est que ça fatigue et ça déprime. Un interféron alpha qu'on doit donner à très forte dose chez ces patients. Et puis ici, un autre exemple d'une patiente qui avait une maladie beaucoup plus multisystémique, qui a bouché son tronc basilaire et qui est devenue aveugle, qui a une cécité corticale. Et après 3 mois d'interféron à très forte dose, on a réussi à lever l'obstacle. Donc ça, c'est des situations qui auraient probablement été traitées maintenant différemment qu'à l'époque. Alors, les publications que je vous ai mis ici, c'était la publication Princeps qui avait été publiée dans Blood en 2005. C'était 3 Erdheim-Chester qui avaient finalement des doses modérées d'interféron alpha. Et puis, dans l'étude qu'on avait publiée dans Blood en 2011, même si les deux groupes étaient complètement disparates, on s'était aperçu que vous aviez 46 patients traités par interféron, 7 qui ne l'étaient pas. Et donc les courbes de survie étaient quand même très en faveur d'un traitement par l'interféron. Alors qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à il y a quelques années quand ça ne marchait pas? Il y avait une publication du groupe d'Olivier Hermine qui avait utilisé le Kineret ou l'anakinra chez 3 patients qui avaient des Erdheim-Chester qui n'étaient pas très sévères, donc avec un peu de CRP et quelques douleurs osseuses. Et on a tempéré un petit peu ce message. On a publié une quinzaine de patients et on a eu des tamponnades qui sont survenues sous Kineret et également des atteintes du système nerveux central qui ont poussé sous Kineret. Il y a un petit peu de rationnel également pour penser que le Remicade peut marcher pour bloquer également l'évolution de la maladie, et puis pour aller un petit peu dans le sens de la voie mTOR, il y a une belle étude, mais qui était chez une dizaine de patients italiens, qui était le sirolimus, donc l'inhibiteur de mTOR, en association avec des corticoïdes, qui arrivait à bloquer un petit peu le processus de la maladie. En termes de physiopathe avant BRAF, il y avait très peu de choses. Il y avait d'une part une étude in vitro dans des biopsies de patients qui avaient une maladie d'Erdheim-Chester et dans lequel ils voyaient qu'il y avait un certain nombre de cytokines et de chimiokines qui étaient présents, en particulier CCR5 et le rank ligand. Et puis, en 2011, on avait fait cette étude chez 37 patients et on avait regardé 27 cytokines et récepteurs de chémokines, et on avait pu montrer qu'il y avait davantage d'IL-12, d'interféron alpha, que les patients soient ou non traités
par interféron alpha, et de MCP1, qui est une chimiokine qui va attirer les macrophages dans les tissus. Et donc on pensait que c'était vraiment une maladie plutôt inflammatoire avec une réponse de type TH1. Et puis, donc BRAF est arrivé avec l'aide de Jean-François Émile et des collègues qui ont permis qu'on analyse l'ensemble des histologies de ces patients. On a passé massivement, en l'espace de 2 ans, les différentes biopsies des patients, et vous voyez que donc c'était surtout des Erdheim et des dysociatoses langerhansiennes, et c'est ici qu'on a trouvé sur ces 2 premiers BRAF. On n'en a pas trouvé dans tous ces Rosai-Dorfman, et dans la plupart de ces situations, il n'y avait pas de mutation de BRAF, et donc c'est ça qui était probablement à la base de la reclassification, la nouvelle classification proposée par Jean-François Émile sous l'égide de l'Histiocyte Society, de mettre ensemble l'histiocytose langerhansienne et la maladie d'Erdheim-Chester dans le groupe L. Et en fait, donc, cette voie de signalisation qui vous a été largement expliquée avec les chiffres actuels. Donc, en gros, 45 à 50% des mélanomes métastatiques vont avoir la mutation BRAF V600E. Il y a un petit peu de cancer du côlon, un petit peu de myélome également. 5% des myélomes vont avoir cette mutation. Et alors 100% des leucémies à tréco vont être porteurs de cette mutation. Actuellement, pour ce qui concerne l'Erdheim-Chester, et en utilisant des techniques de PCR digitale, on monte à 70% de maladies d'Erdheim-Chester et un petit peu moins d'histiocytose langerhansienne. Alors actuellement, si on essaye de voir un petit peu ce que ça fait en termes de clinique, donc ça c'est en août 2018, quand on regardait tous les patients qui avaient une maladie d'Erdheim-Chester qui étaient passés dans le service, eh bien, ils ont un phénotype très particulier. On voit que la plupart des patients qui ont une mutation de BRAF ont une atteinte cardiaque et en particulier ont une atteinte d'une pseudotumeur de l'oreillette droite, sans qu'on sache très bien pourquoi, hein, mais il y a un lien qui est extrêmement fort. Et puis le diabète insipide et les atteintes du système nerveux central, en particulier l'atteinte cérébelleuse. Quand on fait un modèle de Cox, un modèle de survie en multivarié, on s'aperçoit que les patients qui ont une atteinte du système nerveux central ont un pronostic défavorable. Idem pour les patients qui ont une atteinte pulmonaire, sans qu'on sache très bien pourquoi, et les patients qui ont une atteinte du rétropéritoine. Et ici, je vous ai mis, pour l'ensemble des histiocytoses, l'ensemble des mutations qui ont pu être mises en évidence, essentiellement dans la maladie d'Erdheim-Chester, mais également dans l'histiocytose langerhansienne, avec pas mal de choses assez récentes, en particulier des fusions entre ALK et également des fusions avec NTRK, et puis à peu près 10% des maladies d'Erdheim-Chester vont donc avoir une mutation dans PIK3CA, qui est une mutation qui est dans la voie de mTOR et qui est donc en dehors de cette voie des MAP kinases. Ça date un petit peu, ça date de 1 an et demi, 2 ans, mais donc l'histiocytose langerhansienne, il y a encore 15%, 15-20% de ce qu'on appelle la matière grise ici, où on ne sait pas où se situe cette mutation, alors qu'on est certain que cette voie des MAP kinases est activée. En revanche, pour la maladie d'Erdheim-Chester, on a l'impression que c'est grand, mais c'est en gros 5%. Donc, l'Erdheim-Chester, les travaux étaient encore plus rapides pour décrire toutes ces mutations. En termes de clinique maintenant, donc avril 2012, on avait dans le service 3 patients, dont 2 avaient des formes mixtes d'histiocytose langerhansienne et de maladie d'Erdheim-Chester, qui ne répondaient pas ni à l'interféron ni au kinérète à l'époque. Et on a détourné l'utilisation du Zelboraf, qui est le premier inhibiteur de BRAF qui a eu l'autorisation de mise sur le marché pour le mélanome métastatique en 2012. Et donc, au bout d'un mois, le médecin de médecine nucléaire, donc, qui est Philippe Maxud, nous a appelé en disant « Je ne sais pas ce que tu as donné à ton patient, mais il n'y a jamais eu des réponses comme ça. » Et l'histoire a débuté un petit peu comme ça. Ici, c'est dans une publication de 2015. On avait rapporté donc 8 patients à l'époque. Et ça, c'est les PET scanners qui deviennent un peu plus blancs que blancs. Donc, c'est un même patient avec la maladie qui finit par s'éteindre. Et vous avez les 2 points de SUV les plus élevés pour chacun des 8 patients. Donc, ça fait 16 points. Et ça va toujours dans la même direction. On arrive aussi à désinfiltrer de façon beaucoup plus impressionnante que ce qu'on faisait avec
l'interféron alpha. Des pseudo-tumeurs de l'oreillette droite disparaissent quasiment complètement. Et là où on est un petit peu plus, où il y a un petit peu plus de problèmes, ce qu'on arrive à faire, c'est faire disparaître les hypersignaux dentelés. Donc ça, c'est les formes pseudo-dégénératives, les atteintes du cervelet. Donc on est content parce qu'on arrive à faire disparaître les hypersignaux, mais malheureusement, plus vous traitez tard ces patients dans l'apparition de ces symptômes, moins vous arrivez à réverser ce phénotype, c'est-à-dire que les patients restent ataxiques, restent avec les troubles de la déglutition et les troubles de la parole. En revanche, quand vous avez des atteintes en masse, donc les atteintes, parce que en fait, si vous biopsiez ici, ce qu'on ne fait pas parce que le cervelet ça saigne beaucoup, vous allez avoir de l'atrophie et de la dégénérescence. En revanche, ici, vous avez un patient qui avait une maladie d'Erdheim-Chester qui était né et qu'on a mis ici sous interféron. 4 mois après, il a commencé à perdre la vue. Et donc, comme il était muté BRAF, on a rajouté du Zelboraf. Et puis, en l'espace d'1 mois, puis de 4 mois, sa tumeur a complètement disparu. Et vous voyez ici le SUV de sa tumeur qui était de 46. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants qu'on peut voir dans des cas de lymphome, par exemple. Donc, quand c'est des atteintes en masse, ça marche toujours et ça marche systématiquement. En s'inspirant de ce qu'on a fait chez l'adulte, Jean Donadieu est le premier en 2015, chez cette gamine, c'était peut-être même 2014, à avoir fait signer tout d'abord un consentement aux parents de cette gamine qui résistait à 20 blastines corticoïdes et chez qui il envisageait de faire 2 CDA à racer, a donné du Zelboraf qui n'avait pas de formulation pédiatrique, donc il l'a pilé, et puis donc ça c'est 15 jours après. Et vous avez ici donc, non seulement la désinfiltration de son letterer sieve, la baisse de la CRP, l'arrêt des besoins transfusionnels. Et cette patiente donc, a été publiée dans JAMA Oncologie en 2015. Et actuellement, pour répondre un petit peu à ce que Alain disait tout à l'heure, les 54 patients, donc il doit y en avoir 45 en France et il y en a pas mal d'Europe et du Liban, et c'est en révision à Journal of Clinical Oncology. Et donc il a un peu les mêmes réponses que nous à l'âge adulte, c'est-à-dire que les formes pseudo-dégénératives répondent moins bien, probablement parce que c'est un mécanisme qui est un petit peu différent. Donc ça va être publié, j'espère, prochainement. Pour ce qui est de l'âge adulte, donc on a des deux côtés, au Memorial Sloan Kettering, donc à New York, l'essai Basket qui avait été publié dans le New England. Ils avaient 18 histiocytoses. Actuellement, ils en ont plus d'une quarantaine qui ont été republiés. Il y a 2 groupes en Italie qui traitent également les patients par inhibiteurs de BRAF. Pas mal de patients traités en Israël. Des patients, au moins une patiente qui était pré-mortem en réanimation, et la patiente a été sauvée par les inhibiteurs de BRAF. Et finalement, l'expérience de Karl Allen, dont Alain Fischer vous parlait tout à l'heure, ils ont assez peu d'expérience en fait aux États-Unis sur la partie pédiatrique de l'histiocytose langerhansienne. À la Pitié, on a traité une centaine de patients, et donc finalement dans le monde, il y a plus de 250 patients qui ont été traités par inhibiteurs de BRAF. Les inhibiteurs de MEK sont arrivés en 2015, et ici je vous montre les 3 premiers patients qu'on a traités dans le service, donc c'était des Erdheim, et on a l'impression que, pour une raison qu'on ignore, que ça marche encore plus vite, peut-être parce que MEK est situé plus bas dans la voie de signalisation, et donc c'est des patients qui là ont été vraiment sauvés par ces thérapeutiques, que ce soit pour des histoires d'épidurite ou de pré-tamponade. C'est des médicaments qu'on réserve volontairement à des patients qui ont des atteintes. Donc ici, une publication de Blood sur les 54 premiers patients qui avaient été traités par une thérapie ciblée. Ici à gauche, c'est les inhibiteurs de BRAF. Ici, c'est les inhibiteurs de MEK. Et on prend vraiment des patients qui ont des atteintes sévères, c'est-à-dire dans notre jargon, c'est le cœur et le système nerveux central. On ne s'amuse pas à traiter des patients qui ont juste une atteinte cutanée en raison des effets secondaires de ces traitements.
Le vemurafenib, donc le zelboraf en général, ça donne beaucoup d'effets secondaires cutanés, ça donne des photosensibilités, les patients doivent vraiment se protéger du soleil. Il y a des spinocellulaires et des basocellulaires. Il y a un peu de torsade de pointe et de prolongation du QT. Et puis à partir de 2016, on a eu d'autres choses qui sont apparues, c'était après la publication. Donc 3 mélanomes, il y a eu un adénocarcinome pancréatique avec mutation de Caras, et 2 syndromes myélodysplasiques. Pour le COBI, pour l'anti-MEC, ça donne de l'acné et ça donne aussi des arthralgies et des rhabdomyolyses. Alors, pour vous montrer le type d'effet secondaire que ça c'est une patiente qui est depuis 1 an et demi sous inhibiteur de BRAF, qui vit en Belgique et qui est juste sortie quelques heures faire le marché. Donc, ça peut vraiment être toxique dans la durée. Et puis, il peut y avoir des choses beaucoup plus problématiques comme un carcinome spinocellulaire qui est survenu entre 2 visites après 6 mois de traitement. À cette époque, il n'y avait pas les inhibiteurs de MEC et vraisemblablement, cette patiente aurait pu en bénéficier parce qu'on a dû arrêter le traitement et la patiente est décédée. Et puis, ça peut donner donc des acnées extrêmement importantes, hein, donc plus que l'acné de l'adolescent, et de façon anecdotique et par activation de la voie de ERK, on a 4 patients qui ont développé des sarcoïdoses sous zelboraf qui ne sont pas vraiment problématiques. Il suffit de baisser un peu les doses de zelboraf et on peut s'en sortir comme ça. Alors, on a monté avec le docteur Cohen-Aubard en 2002, dès qu'on a vu que ces traitements marchaient, on a monté un essai qui s'appelait la LOVE Study, c'est-à-dire Long Term Outcome After Vemurafenib, c'est-à-dire que pour rentrer dans cette étude, il fallait avoir eu un inhibiteur de BRAF, et ça marchait tout le temps. Et en revanche, dès qu'on arrête le traitement, les patients rechutent, et donc avec des rechutes qui sont plus ou moins précoces et des histoires qui sont plus ou moins tristes, c'est-à-dire que dans les premiers temps de cet essai, on a le temps de documenter complètement une rechute. Une patiente est décédée finalement de l'évolution de sa maladie, donc on n'arrête plus jamais les inhibiteurs de BRAF maintenant. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue à 1 comprimé par jour et on attend éventuellement de voir si on ne va pas revenir à un traitement autre qui pourrait être éventuellement de l'interféron ou une chimiothérapie en association. Ellie Diamond, qui travaille donc au Memorial Sloan Kettering, a montré, c'était un essai par cobumetinib dans un certain nombre d'histiocytoses et avec des réponses métaboliques, hein, puisque c'était dans cet essai qui a été présenté à l'ASCO, il montrait des réponses aussi spectaculaires que les nôtres, avec notamment des Rosai-Dorfman où on ne connaissait pas la mutation, qu'on nettoyait complètement, que ce soit pour l'œil ou pour le système nerveux central, sous Zantimec, et à tel point qu'il a, de façon très jolie et très bien, qu'il ait publié ça dans Nature, c'est-à-dire que c'est quand même, à mon sens, une des premières fois que une maladie complètement orpheline, il n'y a quasiment pas de mécanistique dans cette lettre. Donc ils ont 12 Erdheim-Chester, 2 histiocytoses Langerhans, 2 Rosai-Dorfman et 2 histiocytoses mixtes, et ils ont 92% de réponses. Et ils publient ça dans Nature, donc c'est très bien, et ça va, on l'espère, arriver à faire qu'on arrive à avoir le remboursement de ces traitements dans un certain nombre d'histiocytoses. Et vous voyez l'importance de la recherche moléculaire quand on a, donc dans cet éditorial de Blood de 2017, quand on a un diagnostic de maladie d'Erdheim-Chester actuellement, la première chose, c'est de savoir s'il est muté BRAF ou non. Et puis ensuite, en fonction de la gravité de la maladie et de l'endroit du monde dans lequel on se trouve, on donne ou de l'interféron ou d'autres thérapeutiques. Mais vraiment, le statut et la recherche moléculaire de l'histiocytose est vraiment fondamental. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur cette maladie en 2003 ou 2004, la mortalité était de 60% après 2 ans et demi du diagnostic. Et vous voyez que maintenant, on a une médiane de survie qui est en gros de 13 ou 14 ans, avec, contrairement à ce que je vous ai montré pour l'histiocytose langerhansienne et les formes de l'enfant, pour l'Erdheim-Chester, ça va peut-être changer dans les années qui viennent, mais les patients qui sont mutés BRAF V600E, ils n'ont pas un pronostic pire que les patients qui sont wild-type. Et ça, on a mis ça à jour au mois d'août, avec des survies qui sont entre avant 2012 et après 2012 comparables. Et ici, je vous ai mis
les courbes de survie pour lesquelles on ne sait pas très bien pourquoi, quand vous avez une atteinte pulmonaire de votre Erdheim, je ne sais pas pourquoi c'est plus sévère, et idem pour le rétropéritoine. Et finalement, c'est peut-être parfois un petit peu artificiel de séparer ces histiocytoses, puisque ici vous avez un exemple d'un patient qui a, il y a un peu plus de 20 ans, un diagnostic d'histiocytose langerhansienne parce qu'il a des trous dans les os. On va d'abord lui donner vinblastine corticoïde, il va sortir un diabète insipide qu'il pourrait avoir également dans la maladie d'Erdheim-Chester, puis il va sortir un tableau très vasculaire de maladie d'Erdheim-Chester, et deuxième biopsie, et c'est de l'Erdheim-Chester. Et encore quelque chose de plus intriguant, un patient qui a un diagnostic de maladie de Rosai-Dorfman en octobre 2008, qui se plaint plus de grand-chose après avoir eu le talcage pleural. Il vient dans le service, il a une petite lésion cutanée qui est biopsiée, qui répond histiocytose langerhansienne. On le fait un bilan général, il va avoir un petit épanchement péricardique, une aortite, un épaississement de la graisse périrénale qui va être biopsié, et dedans on trouve de l'Erdheim-Chester, un petit clone de LLC. Le patient se plaint de rien et on va finalement le mettre sous interféron, et il va, dans les années qui vont suivre, développer une splénomégalie myéloïde avec mutation de JAK2 et à la fin une leucémie aiguë myéloïde dont il va mourir, alors qu'au début la première chose c'était « je ne sais pas pourquoi vous voulez me voir » parce que vraiment il se plaignait d'absolument rien. Et encore autre chose pour montrer que toutes ces histiocytoses peuvent s'associer entre elles. Sur à peu près 250 histiocytoses entre la Mayo Clinic, New York et la Pitié, on a pu mettre en évidence des patients qui avaient un phénotype d'Erdheim avec une histologie totalement compatible et une deuxième histologie qui répondait un petit peu d'empéripolèse ou alors du Rosai-Dorfman. Et c'est des patients qui vont avoir des localisations testiculaires, surtout des hommes, et c'est surtout à ce moment-là une mutation MAP2K1 qu'on voit, et il n'y a absolument pas de BRAF, donc des associations qui sont curieuses. Donc cette association histiocytose langerhansienne, maladie de histiocytose langerhansienne, Erdheim-Chester, a été publiée en 2014. Donc en gros, ou bien c'est les deux qui sont en même temps, ou bien c'est d'abord l'histiocytose langerhansienne et ensuite l'Erdheim-Chester qui vient. C'est jamais le contraire. Et puis ici, sur 180 maladies d'Erdheim-Chester, donc 150 à Paris, 40 aux États-Unis, Mathias Papo a décrit 19 patients qui avaient des syndromes myéloprolifératifs ou myélodysplasiques associés. C'était des leucémies myélomonocytaires chroniques, un petit peu de thrombocytémie essentielle, des syndromes myélodysplasiques et un peu de maladie de Vaquez. Ici, c'est les 19 patients. Donc, un tiers des patients avaient une histiocytose mixte dans leur composante histiocytaire. Les 2 tiers étaient mutés BRAF et il y avait un peu de MAP2K1 et de NRAS. Et pour ce qui était de la composante syndrome myéloprolifératif myélodysplasique, il y avait un peu de JAK2 dans un tiers des cas et un petit peu de NRAS TP53. Et finalement, c'était l'apparition à ce moment-là de ces gènes de l'hématopoïèse clonale de signification indéterminée. Donc ça, je vais passer, puisque en fait, Alain en a parlé. Finalement, dans ces mutations, dans ces histiocytoses, il y a 3 groupes. Donc le groupe de Myriam Merad, le groupe du Memorial Sloan Kettering, et puis un groupe anglais qui a montré qu'on pouvait mettre en évidence ces mutations dans la cellule souche hématopoïétique ou bien dans les progéniteurs communs ou bien aux cellules dendritiques ou aux monocytes, mais à chaque fois avec des Charles alléliques, c'est-à-dire les VAF, qui étaient extrêmement bas, contrairement à ce qu'on peut voir dans un certain nombre donc sans expansion clonale, contrairement à ce qu'on peut voir dans un certain nombre d'hémopathies sévères. Et une des hypothèses, en fait, pour cette association myélofibrose ou syndrome myélodysplasique, c'était d'imaginer que vous allez avoir une mutation de TET2 qui est une mutation qui est un régulateur de l'épigénétique, et on sait que ces mutations peuvent favoriser l'apparition de mutations additionnelles. Donc ici, on peut imaginer que ça va favoriser ça va donner une mutation de JAK2 qui va elle-même donner un syndrome myéloprolifératif ou myélodysplasique. Et puis, si ça se produit un petit peu plus bas,
si vous avez BRAF, eh ben vous allez avoir ou bien un phénotype de maladie d'Ardem-Chester ou bien un phénotype de d'histiocytose langerhancienne. Le modèle murin, donc je parle maintenant de celui du Memorial Sloan Kettering, on a pu, en injectant des souris, des moelles de souris à des patients, à des souris NSGS, reproduire une maladie histiocytaire chez un patient sur 8 des 8 patients qui ont été injectés. Donc c'était également une preuve montrant que finalement ces mutations et ces maladies naissent dans les cellules souches hématopoïétiques et dans les différents compartiments. Ça, je passe. Et je voudrais quand même terminer un petit peu sur l'hématopoïèse clonale de signification indéterminée, donc ce qu'on appelle la CHIP, qui fait le lit du syndrome myélodysplasique et de la leucémie aiguë myéloïde. Parce que suite à toutes ces mutations et à l'association qu'on a pu mettre en évidence de ces syndromes myéloprolifératifs et myélodysplasiques, on a commencé à analyser de façon un peu prospective chez les patients qui avaient des maladies d'Ardem-Chester les moelles des patients et faire des panels des panels, ce qu'on appelle des panels myéloïdes en NGS. Et on s'est aperçu qu'il y avait une hématopoïèse clonale de signification indéterminée extrêmement élevée, augmentée de 40% par rapport à une population de même âge chez les patients avec maladie d'Ardem-Chester. Et on voit, c'est surtout ces gènes-là qu'on voit, TET2, ASXL1 et DNMT3A, qui sont les gènes qu'on voit dans la leucémie myélomonocytaire chronique, avec parfois des patients qui vont avoir jusqu'à 5 ou 6 mutations. Le TET2 a été montré comme étant associé à une athérosclérose dans ce modèle murin qui avait été publié par le groupe de Ben Ebert dans le New England il y a 2 ans. Et quand on fait une analyse en cluster chez nos patients, avec tous les gènes tous ces gènes de l'hématopoïèse clonale chez nos patients, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que BRAF et TET2 sont dans le même cluster. Et je vous rappelle que BRAF est également associé à ces patients qui ont les pseudotumeurs de l'oreillette droite. Donc il faut qu'on essaye de creuser et de comprendre cette association entre TET2 et BRAF. Donc cette hématopoïèse, elle est vraiment problématique chez les patients parce qu'on a quand même quelques patients qui, ou bien c'est dans leur histoire naturelle de maladie d'Ardem-Chester, qui vont évoluer vers un syndrome myéloprolifératif ou myélodysplasique, ou bien qui vont peut-être sous l'effet de la thérapie ciblée évoluer vers une leucémie aiguë. La grande fierté en tout cas pour nous, ça a été que 5 ans après l'utilisation du Zelboraf pour la première fois en France, et puis tous les autres travaux qui ont suivi, il y a eu l'autorisation Zelboraf pour la maladie d'Ardem-Chester muté BRAF. Ça, c'est malheureusement qu'aux États-Unis. On espère obtenir cette AMM à l'échelon européen. Et puis, donc ça, je comptais également en parler parce que c'est effectivement assez magique. Il y a même, si vous regardez sur le site, en fait, vous pouvez même voir les tests qu'ils ont fait pour quand les souris ont un syndrome cérébelleux et elles ne marchent pas pareil. Et donc, on peut voir ça dans ce film. Donc, si vous leur donnez l'inhibiteur de BRAF en amont, on évite ce phénotype. Donc, ça pose la problématique de savoir. Ça pose plein de questions en fait qu'on pourra aborder plus tard. Pour dire un mot sur le fait que VE1, en fait l'importance de rechercher par des techniques extrêmement sensibles ou bien par des techniques de droplet PCR ou de NGS et pas seulement par VE1 ou par les techniques les plus anciennes qui étaient utilisées pour rechercher dans les histiocytoses, parce que sans ça on manquerait 25% du diagnostic de mutation BRAF dans les histiocytoses. Ça, c'est parce que les VAF, justement, dans les histiocytoses langerhanciennes ou dans les maladies d'Ardem-Chester, sont beaucoup plus basses que celles qu'on trouve dans un mélanome métastatique ou dans un cancer du côlon. Et finalement, au bout du bout, on se fiche peut-être un petit peu de savoir où est la mutation dans l'ensemble de ces histiocytoses. Si vous avez une histiocytose qui ne va pas bien et que vous avez besoin de traiter en 2019, vous pouvez demander un immunomarquage phospho-ERK
Et s'il est exprimé, eh bien, vous êtes en droit de donner un traitement par inhibiteur de MEK. Ça, c'est très récent. C'est 218 patients. Il y en a une cinquantaine qui viennent de France, par le groupe justement d'Omar Abdelwahab qui travaille au Memorial Sloan Kettering, et ils décrivent, donc c'est toutes les histiocytoses, ce n'est pas seulement l'Erdheim-Chester, et il y a de plus en plus de mutations qui sont décrites. Donc je vous avais parlé tout à l'heure des mutations de NTRK, mais il y a maintenant les premières fusions de RET qui sont décrites, et puis les premières mutations de CSF1R, qui est une mutation dans une tyrosine kinase qui est finalement assez importante parce que CSF1R est impliqué dans le développement des monocytes et des macrophages. On va débuter très prochainement dans le service c'est un essai multicentrique, un PHRC, qui s'appelle COBRA, donc anti-MEK, pour des patients qui n'ont pas la mutation BRAF, quel que soit le type de l'histiocytose. Et donc c'est cobimetinib versus placebo, donc ce n'est pas des patients trop graves. Et puis de toute façon, à partir de M3, tous les patients vont recevoir de l'anti-MEK. Et donc j'espère que ça aidera à obtenir l'AMM en France dans quelques années. Donc juste pour finir, donc sur le fait qu'il y a quand même une certaine logique à cette nouvelle classification, même s'il y a des choses qui ne devraient probablement pas y être, en particulier tout ce qui touche à la HLH, qui sont plus des maladies du lymphocyte. Mais en tout cas, pour ce qui est Langerhansien et Erdheim-Chester, le fait qu'ils peuvent être parfois associés, donc c'est clairement des néoplasies myéloïdes inflammatoires. BRAF est associé à un phénotype cardiaque très particulier et également neurologique pour la maladie d'Erdheim-Chester. Contrairement à l'histiocytose langerhansienne, BRAF, il n'y a pas d'influence sur la survie des patients. Pour ce qui concerne la maladie d'Erdheim-Chester, interféron alpha et thérapie ciblée ont clairement amélioré la survie. On n'arrête plus les traitements parce que les patients rechutent. Et puis, plus de 5 à 6 ans après l'apparition de ces traitements, il n'y a pas de résistance pour ce qui concerne les histiocytoses. Ça marche toujours. Parfois, on est un petit peu obligé de remonter les traitements. On ne sait effectivement pas très bien quoi faire après. Quelle est la place des combothérapies, c'est-à-dire inhibiteurs de BRAF et inhibiteurs de MEK qu'on met en association? En général, nous, on les met quand les patients ont des formes neurodégénératives parce qu'on a l'impression que ça marche peut-être un petit peu plus, que ça marche un peu mieux. Il y a encore un gros travail à faire pour le Rosai-Dorfman, qui est une maladie beaucoup plus hétérogène. Et finalement, on ne sait pas où sont les mutations, mais phospho-R qui est exprimé. Et on a la chance en France d'avoir Jean-François Émile et d'avoir un réseau des histiocytoses qui marche extrêmement bien et que nous envient tous les différents groupes, et en particulier les groupes américains. Et puis, dernière diapo pour vous montrer que ces mutations bougent encore, notamment la découverte de CSF1R dans au moins 3 cas de xanthogranulome juvénile, notamment chez des jumeaux et également récemment dans une maladie de Rosai-Dorfman, un tas de mutations de kinase et première fusion de RET. Et ce qui est, je sais pas, ouais, voilà, ça passait pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici, ce n'est pas seulement des mutations. Hein. Quand vous avez une mutation de BRAF, vous avez un inhibiteur de BRAF. Les inhibiteurs de MEK peuvent être utilisés dans un tas de contextes. Et puis, quand vous avez une fusion entre ALK, vous pouvez utiliser, et ça a déjà été fait au moins à 2 reprises, du crizotinib. Donc, il y a d'autres traitements qu'on peut donner, bien évidemment, après les traitements dits de première intention. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez regarder cette revue de 2017 qui date encore un peu, mais qui vous raconte bien l'histoire de cette inflammation et d'accumulation de cellules. Et je remercierai surtout les gens avec qui je travaille, donc Fleur Cohen-Aubard, Zahir Amoura, les pathologistes, en tout cas Frédéric Charlotte à la Pitié, Jean-François Émile à Ambroise Paré, Mathias Papot qui travaille dans le laboratoire d'Olivier Hermine, et puis les pédiatres, parce que tout ça ne serait pas arrivé en fait, sur les histiocytoses. Ce réseau qu'on a en France, c'est vraiment sous l'égide de Jean Donadieu, c'est quand même partie des pédiatres. Et puis ce gros centre auquel maintenant, effectivement, Frédéric Gessman
est arrivé, même s'il est dans un autre labo, et qui fait des choses remarquables. Donc on pourra, enfin je ne sais pas si on parlera peut-être après de ça. Voilà, je vous remercie.